Alors bonjour à tous. Alors on est en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie au Palais de la Découverte. Je m'appelle Jérémy et je représente une structure qui s'appelle Archéofabrique. Et je vais vous parler aujourd'hui de taille du silex. Bon, aussi accessoirement un petit peu de préhistoire parce qu'il faut remettre un peu tout ça dans son contexte. Mais on va donc évoquer les différentes techniques qui se sont succédé au cours de la préhistoire et qui ont permis à nos ancêtres de se fabriquer des outils en silex. Donc on va suivre un fil un peu chronologique et on va partir donc des plus anciens outils en pierre taillée. C'est des outils qui ressemblent un petit peu à ça, des outils relativement simples, relativement frustres, qui sont faits dans des matériaux divers. Alors on va pas forcément utiliser que du silex à cette époque-là. On va prendre des galets et en fait, on va les tailler de façon assez basique en donnant des coups avec un autre outil de pierre et on va organiser des éclats comme ça qu'on va tirer sur une face ou sur les deux faces du galet et ça va nous désigner une arête tranchante ici. Et cette arête tranchante va permettre d'utiliser l'outil ainsi que sa masse pour hacher, couper et pratiquer tout un tas d'activités. Alors on a aussi, il faut imaginer que quand on va tailler cet outil pour obtenir cette arête tranchante, on va aussi obtenir des éclats. Et les éclats qu'on va obtenir, on va également pouvoir les utiliser. Ils vont avoir une arête tranchante tout autour. On va aussi pouvoir utiliser les éclats pour se façonner des outils. Alors je pense qu'on va pouvoir continuer, continuer en images. Je vais vous montrer, illustrer un petit peu cette technique en taillant le silex pour que ce soit concret. Donc voilà, là j'ai un bloc de silex ici qui a déjà un petit peu préparé et donc on va voir ensemble donc la première technique qui permet de tailler la pierre. Donc j'ai un autre galet de pierre et je vais choisir en fait des endroits sur mon bloc. Là, on va pouvoir aussi introduire quelques notions qui participent des principes de la taille du silex, en sachant que je ne vais pas taper n'importe où, notamment je ne vais pas taper en plein milieu de mon bloc. Quand on taille le silex, on essaye de contrôler le résultat, on essaye de prévoir un minimum ce qui va se passer. Donc si on veut détacher des éclats, il va falloir taper sur un bord. Et il va falloir faire en sorte que ce bord, l'angle de ce bord, il soit aigu. C'est-à-dire que quand on a un angle aigu, ça va faciliter la fracture et le fait de taper sur un bord aussi. Donc on va taper sur un endroit du silex qui est fragile. Donc là, on va par exemple essayer de détacher un éclat, disons, allez ici par exemple. Voilà, un premier enlèvement. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est avec ces éclats qu'on va tailler qu'on va aussi pouvoir se fabriquer des outils. Il y a une étape juste après celle-ci qui permet de transformer cet éclat en outil qui s'appelle la retouche. On va retailler l'éclat qu'on vient de produire en fonction des besoins qu'on va avoir, sachant que là, les bords du silex sont extrêmement tranchants. Ils sont très tranchants. Si on retouche le silex, on n'aura jamais la même qualité de coupe. Si on retouche le bord, il va falloir qu'on oublie un peu ce côté extrêmement coupant. On aura un bord coupant, mais ce sera moins coupant. Donc on pourra le réserver éventuellement pour d'autres activités. On va essayer d'en faire un autre. Et puis, voilà. Histoire de bien mettre en évidence qu'il y a une forme de prédictibilité dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, si je tape ici à cet endroit, je sais que la force risque de se diriger dans ce sens-là pour me détacher un éclat ici dans la longueur. Alors il faut peut-être que j'enlève ce petit bout. Voilà, juste avant. Et ensuite, voilà. Hop. Donc ça montre qu'avec quelques notions simples, des angles, des bords,
des outils aussi très simples, on arrive déjà à une certaine capacité de prévision. C'est-à-dire qu'on anticipe un petit peu ce qu'on fait. Et je vais vous parler maintenant de la seconde technique qu'on va aborder ensemble, qui va permettre ce genre de réalisation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un biface. Hein. C'est un outil qui va apparaître aux alentours de 700 000 ans avant Jésus-Christ. Hein, donc c'est assez ancien. C'est un outil qu'on va fabriquer de la même façon que je viens de le faire, en dégrossissant un bloc de pierre avec un percuteur, hein, comme on vient de voir. Sauf que pour avoir cette finesse, cette régularité, on va introduire une nouvelle famille de percuteurs. Et cette nouvelle famille, c'est ce qu'on appelle les percuteurs tendres. C'est des percuteurs qui vont être en bois végétal ou en bois animal. Donc du bois végétal très dur, ou alors du bois animal comme du bois de cerf, du bois de renne, du bois d'élan. Hein. On va plutôt choisir les bois des cervidés qui sont très compacts et très élastiques. Et on va pouvoir, grâce à ces nouveaux percuteurs, gagner énormément en finesse dans le travail. Hein, on va voir tout de suite ça en image. Alors, hop. Voilà, on va prendre cette pièce-là. On va prendre un percuteur. Voilà. Donc ça, c'est un percuteur en bois de cervidé, en bois de cerf. Donc c'est un percuteur qui est fabriqué avec la base de la ramure, et on a coupé les parties pointues qui partent du bois de cerf, qu'on appelle les andouillés, pour pouvoir manipuler plus facilement l'objet. Et alors, grâce à ces percuteurs, en fait, on va pouvoir détacher des éclats très fins, parce qu'on peut taper très près du bord. Mais si on veut taper très près du bord, on est obligé d'extrêmement soigner la préparation du bord. Là, ce que vous me voyez faire, cette abrasion, hein, on appelle ça l'abrasion, ça permet de renforcer le bord. Quand je vais taper dessus ensuite avec mon percuteur, il va encaisser le choc et diffuser l'onde de choc. Si je ne fais pas ce travail de préparation, d'abrasion, qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais arriver avec mon percuteur et que je vais taper? Je vais écraser le bord et il ne va rien se passer. Il n'y aura pas de détachement d'éclat, puisque toute la force, elle va partir dans l'écrasement du bord. Donc, si on veut enlever un éclat, il faut préparer. Et là, on n'est pas trop peu soigneux. Voilà. Donc là, je vais frapper ici et ça va me détacher un éclat en dessous. Voilà le genre d'éclat qu'on va pouvoir obtenir avec le bois de cervidé. Hein. Si on met cet éclat tout de suite en regard avec l'éclat qu'on a obtenu tout à l'heure à la pierre, donc ça c'est un éclat à la pierre, ça c'est un éclat au bois de cervidé. Bon, hormis la taille, il y a déjà des indices qui permettent à des archéologues qui ont l'habitude d'étudier les pierres taillées, hein, des archéologues qu'on appelle des lithiciens, des spécialistes des outils taillés. Il y a déjà des indices qui vont orienter vers les techniques qui ont été utilisées pour le faire. Notamment là où on a tapé pour appliquer la force, quand on tape à la pierre, on a ici une proportion du bord qui a été emmené, qu'on appelle le talon, qui est beaucoup plus large que quand on travaille au bois de cerf. Hein, là vous voyez le talon à la pierre, le talon au bois de cerf. Tout ça est très réduit, donc chaque silex qu'on taille, en fonction des techniques qu'on utilise, eh bien, il enregistre des stigmates très particuliers qui permettent ensuite aux archéologues de retomber un petit peu sur leurs pieds et d'identifier les techniques qui ont été mises en œuvre. Hein. Avec cette technique de taille par percussion tendre, en fait, on va introduire aussi une nouvelle notion dans la taille de pierre, c'est-à-dire que quand on fabrique un outil comme ça, on est dans une optique qu'on appelle du façonnage, c'est-à-dire qu'on va sculpter dans un bloc de pierre, on va sculpter une forme.
Ici, on lui a donné une forme un petit peu allongée comme ça, comme une forme de feuille. On va sculpter une forme et ça va être notre futur outil. Ça veut dire qu'on a une image mentale d'un objet et on sculpte dans la masse, on va sculpter cet objet pour lui donner vie, pour permettre à cette image mentale d'exister dans la réalité. Hein. Donc ça s'appelle du façonnage. Il y a une autre conception de la taille de la pierre qui va être énormément développée par la suite. Hein. Donc là, je vous disais, on est à 700 000 ans. La notion que je voudrais introduire ici, c'est la notion qu'on désigne sous l'appellation du débitage. Hein. Le débitage, c'est une conception un petit peu différente, c'est-à-dire que dans le bloc de pierre, on va non pas projeter l'image d'un objet, d'un outil, mais on va projeter l'image de plusieurs outils. C'est-à-dire qu'on va essayer de... en fait, il faut imaginer qu'on va essayer de découper notre bloc de pierre en tranches fines, en tranches régulières, pour pouvoir bénéficier de supports qui vont nous servir à fabriquer des outils. Hein. Tout ça, c'est peut-être un petit peu nébuleux. Je vais vous montrer les choses de façon un petit peu plus concrète. Donc voilà. Ça, c'est le bloc de silex qu'on a préparé, qu'on a taillé. Hein, on appelle ça un nucléus. Et de ce nucléus, on a extrait un certain nombre d'éclats, ici, comme ça, des éclats allongés. Ces éclats, on appelle ça des lames de silex. Alors là, j'en ai sélectionné 3 qui sont parmi les plus régulières, mais il faut imaginer bien sûr que ce bloc de silex, il m'a donné à peu près une 30aine de lames. Et donc ces lames, c'est ces futures lames qui vont être transformés en outils. Et les outils qu'on va pouvoir faire avec, en fait, ils sont assez multiples. Là, par exemple, la lame, on lui a fait une retouche sur ce bord et on l'a transformé en couteau. Hein, tout simple, couteau avec lequel on va pouvoir découper de la viande. Cette lame, on peut aussi lui faire une petite échancrure de chaque côté comme ça, de façon à dégager une pointe. On va avoir ce qu'on appelle un perçoir qui va pouvoir permettre de faire des trous, hein, fabriquer des perles par exemple en pierre, des perles en bois de serre. Cette lame, on va aussi pouvoir lui façonner une extrémité arrondie comme ça pour en faire ce qu'on appelle un grattoir qui va être extrêmement utilisé pour le travail des peaux, qui va permettre de se vêtir. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais cette technologie laminaire, on est dans une période qu'on appelle le paléolithique supérieur. Donc on est à partir de 40 000 avant Jésus-Christ. 40 000 avant Jésus-Christ, c'est une période pendant laquelle il va faire très froid. Il y a des périodes très froides et un petit peu plus chaudes qui se sont succédées jusqu'à peu près 10 000 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça que je vous parle aussi beaucoup du grattoir et du travail des peaux, parce que quand il fait très froid, il faut aussi se vêtir. Et c'est l'outil indispensable à la confection du vêtement, parce que c'est avec ça qu'on va préparer les peaux. Voilà. On va introduire tout de suite une autre technique. Donc là, vous voyez, on est un petit peu sur le même principe que sur le nucléus du paléolithique supérieur. Ça, c'est un nucléus qu'on va voir apparaître un tout petit peu après le paléolithique supérieur, hein, une époque qu'on appelle l'asilien, par exemple, hein, ou le tardiglaciaire. C'est une époque qui se situe juste à la fin du néolithique, où là, les chasseurs-cueilleurs hein, sont confrontés à des changements, à un changement climatique assez notable et à un réchauffement global. Donc, ils vont un petit peu changer, ils vont devoir s'adapter, hein, ils vont changer leur manière de faire, changer leur manière de tailler le silex, et notamment à travers l'utilisation d'une nouvelle technique qui va leur permettre d'obtenir des lames très rectilignes. Là, vous voyez, la lame que je vous montre ici, elle est extrêmement rectiligne. Ces lames très rectilignes, elles sont essentiellement tournées vers la confection d'armatures de projectiles. Là, vous avez une pointe de flèche dans sa petite préampe en bois. Bon, bien sûr, il faut imaginer que tout ça, après, ce sera ligaturé, hein, comme ici, attaché avec de la peau, du boyau, du tendon, des choses comme ça, pour que ce soit bien solidarisé. On est aussi capable de faire une colle à la préhistoire. Donc voilà, des supports très rectilignes qui contrastent avec les lames qu'on va retrouver avant, qui sont beaucoup plus courbes. Et pour obtenir ces supports très rectilignes, on va revenir à une technique de taille plus ancienne, qu'on va un petit peu adapter, et on va utiliser ce qu'on appelle le débitage avec des pierres relativement tendres. Je vais vous montrer ça en image. Alors le débitage à la pierre tendre, c'est tout simple, hein. Donc là, j'ai un nucléus qui est préparé. On va utiliser un
percuteur de pierre, et au lieu de taper comme je le faisais tout à l'heure de façon rentrante sur le bloc de silex, on va venir frapper de façon tangentielle, de façon à juste accrocher légèrement le bord. Et donc là, on va bénéficier de l'énergie de la pierre. Voilà, ça ne marche pas forcément du premier coup. Voilà. On va bénéficier de cette énergie. Et comme c'est un contact qui est très, très vif, très puissant, mais aussi très limité, bah du coup, on va de cette façon pouvoir obtenir des supports très droits. Alors là, c'est pas forcément très démonstratif, mais normalement ici on devrait y être. Voilà. Hop. Voilà par exemple une lamelle un peu épaisse. On va en faire une ou deux autres. Voilà. On va s'arrêter là-dessus, ça c'est un bon exemple. Hein, donc là on a un support bien droit. Avec ça, on peut faire une pointe de projectile. Donc en fait, on va choisir après, hein, au cours d'un débitage, on produit plusieurs lames, plusieurs lamelles, et on va sélectionner parmi tout ce qu'on a produit. En général, un bon débitage, il va nous fournir entre 30, 40, peut-être des fois des centaines de lamelles. On va sélectionner, parmi toutes les lamelles qu'on a débitées, on va sélectionner celles qui sont le plus adaptées à tel ou tel outil, hein, en fonction de la finesse. Donc là, petit à petit, on va se diriger maintenant vers une autre technique qui va vraiment un peu révolutionner le domaine de la taille. C'est une technique qu'on appelle la percussion indirecte. Jusqu'à maintenant, j'ai mon percuteur et je viens percuter le bord. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Avec cette nouvelle technique, on va venir mettre une pièce intermédiaire entre le bord et le percuteur. Hein, et ça, cette pièce intermédiaire, elle va nous permettre de gagner énormément en précision au niveau de la taille et en régularité dans la production. Hein, par exemple, vous avez ici un petit nucléus qui a été taillé par percussion indirecte. Alors, il est tout petit. Et vous avez ici ce qu'on appelle un remontage. Donc, j'ai débité ce bloc et ensuite j'ai recollé toutes les lamelles pour montrer le volume initial. Et vous voyez donc toutes les lamelles qui ont été débitées à partir de ce bloc. Là, on est à peu près 80 lamelles. Alors, je dis toutes les lamelles, c'est vrai, mais c'est aussi en partie faux, puisqu'il y a quelques lamelles qui ont été isolées ici devant, hein, et qui permettent de voir en fait la régularité qui est autorisée par cette technique. Et cette technique, comme elle autorise des produits très réguliers, on va aussi pouvoir utiliser tout ça dans les emmanchements, hein, utiliser ces petits segments de lamelles, par exemple ici pour faire une faucille, qui est en bois de serre avec des petits inserts en silex. On peut aussi envisager qu'une lamelle un petit peu plus grande, on va aussi la mettre ici dans un manche en bois, hein, pour faire ce qu'on appelle un couteau à moissonner. Et cette technique, on peut aussi l'utiliser pour faire des grandes lames. Hein, ces grandes lames, ça c'est quelque chose qu'on va déjà voir apparaître. Alors la percussion indirecte, ça commence à une période qu'on appelle le mésolithique et qui se poursuit à peu près jusqu'à la fin du néolithique. Et à la fin du néolithique, on maîtrise tellement cette technique de percussion indirecte qu'on est capable de faire des grandes lames en silex, relativement fines, toujours un petit peu courbes. Mais ces grandes lames, donc, on va les transformer en poignards. Et ces poignards en silex, ça devient de véritables. On considère que c'est des biens de prestige. Ils ont acquis dans la société un statut assez élevé. Je vais vous montrer en image ce que ça donne au niveau de la percussion indirecte. Hop. Voilà, on va faire quelques lames à partir de ce nucléus. Hein, donc je vais utiliser un morceau de bois de serre, un petit segment d'andouillé, et puis je vais venir débiter une ou deux lames. Voilà une première, une seconde, voilà, on en fait une petite dernière, voilà. Bon, elle s'est cassée, c'est pas forcément très grave, puisque vous avez vu qu'on peut aussi utiliser les fragments de lamelles. Pendant que je suis ici,
Et comme on est plutôt proche de la fin maintenant, je vais tout de suite enchaîner sur la dernière technique que je voulais vous présenter, qui permet encore des gains très important au niveau de la régularité et de la productivité. Hein, vous voyez que ça, c'est un peu un fil conducteur dans, dans toute cette évolution des techniques de taille. Il y a ce souci de toujours économiser au maximum la matière première et en tirer toujours davantage d'un bloc de silex. Donc là, on va toujours faire du débitage, on va toujours faire des petites lamelles et on va utiliser la pression, le fait d'appuyer sur le silex. Donc là, on n'a plus de percussion ni directe ni indirecte. On appuie simplement sur le silex. Enfin, je dis simplement, vous allez voir que ce n'est pas forcément si simple que ça. Pour que ça fonctionne, il faut que le silex soit immobilisé. Donc là, je place mon petit bloc dans un petit dispositif en bois qui me permet de le maintenir. Et puis, je vais venir exercer la pression. Alors, avec un outil, on utilise toujours du bois de cervidé. Et donc, je vais appuyer. Voilà, j'appuie sur le bord. Et là, ça me permet de détacher une lamelle. Hein, on va en faire une autre. Alors, il faut toujours prendre soin de bien préparer son bord si on veut que ça donne quelque chose. On va faire une seconde lamelle ici. Voilà, celle-ci s'est cassée. Allez, une petite dernière. Voilà. Hop, elle s'est cassée aussi. Bon, c'est pas forcément très grave. On va terminer de retour vers la table pour vous montrer en fait ce qu'on fait avec ces petites lamelles. Donc là, vous voyez un nucléus que j'ai taillé au préalable et qui est d'une régularité assez déconcertante. Hein. Et vous voyez, en fait, sur ce nucléus, j'ai fait comme tout à l'heure, hein, j'ai recollé un peu à peu près toutes les lamelles pour donner une idée de la productivité du nucléus. Là, on est dans des standards qui sont assez énormes en termes de productivité. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces petites lamelles? Alors, ces petites lamelles, on va pouvoir les utiliser pour garnir des bords tranchants comme ici. Là, c'est un petit poignard, donc ça nous évite de tailler une très longue lame. On a quand même un tranchant très long en multipliant des petites unités. Et puis là, on va faire la même chose. On est sur un format plus petit, une grande pointe de projectile, avec des petites lamelles qui sont insérées sur les côtés. Juste une petite parenthèse sur l'adhésif qui permet de solidariser les deux. C'est une colle qui est bien connue à la préhistoire, qui est fabriquée en mélangeant de la cire d'abeille et de la résine de pin. Alors, de la même façon, tout à l'heure, je vous montrais, avec la percussion indirecte, on peut obtenir des grandes lames. Avec la pression, on peut aussi obtenir des grandes lames. Là, vous avez vu tout à l'heure, en démonstration, je vous ai montré ce qu'on pouvait obtenir comme format avec le poids du bras. On peut augmenter en fait notre puissance en utilisant le poids du corps qui va pouvoir permettre d'obtenir des lames qui vont faire jusqu'à une quinzaine de centimètres. Et si on veut faire des lames encore plus grandes, eh ben on va utiliser un principe physique, on va utiliser l'aide d'un levier. Et on va utiliser le levier pour démultiplier la force. Et ça signe vraiment l'apogée de la taille du silex. Puisque très vite, en fait, il y a un concurrent impitoyable qui apparaît dans l'univers des hommes qui sont presque plus des hommes de la préhistoire. C'est le métal. Là, ici, vous avez du cuivre. Et ce métal, petit à petit, il va progressivement, en quelque sorte, ringardiser les tailleurs de silex, puisque avec le cuivre, on a une liberté énorme dans les possibilités qui sont offertes. Et donc, quelque part, la métallurgie du cuivre, ça signe un petit peu le déclin des tailleurs de silex. Cela dit, les derniers tailleurs vont être extrêmement inventifs parce qu'ils ont la concurrence de ce métal qui arrive et ils cherchent absolument à survivre dans les derniers temps. Mais ce sera la fin. Merci.